Les premiers rapporteurs, M. Carlo Ossola, qui est très connu, il est même chez soi, au collège, comme ça il ne m'a pas donné des fiches sur sa bibliographie, je n'ai dit rien. Je vous prie. Voilà. Merci. Chère Madame Tenenti, chers collègues, chers amis, les exposés que M. Scaramelle et moi-même nous proposons ce matin vous fourniront, je l'espère, la genèse et la réception de cette grande fresque Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento. Mais il faudrait avoir les qualités d'un écrivain pour vous faire savourer le mouvement symphonique d'une grande partition qui distribue les élans et la méditation, les artes vivendi et les artes moriendi, l'imaginaire collectif et la pensée des grands auteurs. N'oublions pas que ce volume est un volume qui est consacré à des grands thèmes, mais il y a aussi des portraits magnifiques d'Erasme, Calvin, Michel-Ange, Bellarmino, Montaigne. C'est le titre même d'un certain nombre de chapitres de ce volume. Avec une transition subtile et vaste en même temps de l'histoire à l'imaginaire, de l'imaginaire aux arts. Il suffirait de lire quelques pages du chapitre « Le mythe de la gloire », cette aura de lumière et de vénération qui se fait jour au cours du XVe siècle, pour retrouver le style d'un humaniste et d'un écrivain comparable aux plus belles pages de l'Automne du Moyen-Âge de Johann Huizinga ou du problème de l'incroyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais de Fèvre. Il faudrait lire et relire ce monument somptueux de l'histoire de l'idéal et de la beauté des formes au XVe et XVIe siècle. Si je pouvais vous lire en italien les documents conservés aux archives Einaudi concernant la naissance de ce chef-d'œuvre, toute la correspondance s'est faite évidemment en italien, je pourrais vous présenter le roman, réellement le roman passionnant d'une aventure intellectuelle. Je devrais me contenter ici de vous fournir quelques échantillons en traduisant pour le possible. Je vous signale que 2 lettres, je serai obligé de les lire en italien à cause de certains points qui ne sont pas, au moins pour mon pauvre français, traduisibles dans cette langue. Le corpus tenenti aux archives Einaudi est constitué de 420 pièces qui vont du 7 décembre 1954 au 15 juin 1979, mais je ne cite que la période de préparation et de parution de Il senso della morte jusqu'à son réimpression en 1977. Mais un dossier équivalent concernant surtout la storia d'Italia Einaudi et les querelles autour de ça et la contribution disputée et difficile à cet ouvrage est encore conservé chez l'éditeur et bien évidemment j'ai pris des notes, une dizaine de pages juste pour avoir une idée, mais je ne pourrais pas les lire ici. Je voudrais commencer par la lettre du 7 décembre 1954 de Venise que Alberto Tenenti adresse à Giulio Bollati. N'oublions pas, je voulais encore le souligner ce matin, qu'il s'agit d'un jeune chercheur de 30 ans qui propose sa recherche à un éditeur déjà célèbre et qui souligne, je traduis, « Ce mois d'octobre, quand mon travail était déjà dactylographié et que des copies circulaient, par une autre lettre, nous apprenons qu'il s'agit des exemplaires confiés à Cantimori et Serini pour un jugement préalable, j'ai écrit un chapitre iconographique qui évoque les différents thèmes de ce sujet entre 1400 et 1600, avec une méthode analogue à celle que j'ai proposée dans le cahier des annales, La vie et la mort, donc l'année précédente. Il s'agit d'environ 70 pages, pour l'instant manuscrites, que je peux dactylographier, et auxquelles je vais associer un choix de nombreux documents iconographiques dont je dispose.
La réponse de Giulio Bollati est immédiate, le 21 décembre 1954, et il souligne que, à Florence, aussi bien qu'Antimori que Garin ont parlé favorablement de ton travail à Giulio Einaudi, et je pense que la dernière lecture, celle qui se faisait aux éditions Einaudi, ne pourra que confirmer leur jugement. Il promet une réponse définitive pour la mi-janvier 1955, mais seulement le 4 août 1965, Daniele Ponchiroli, l'autre grand rédacteur de l'époque, écrira à Tenenti en lui assurant la proposition d'un contrat. Nous savons maintenant, Paola Zambelli l'a évoqué hier, les raisons de ce long silence. C'est-à-dire que de janvier jusqu'à la fin juillet 1955, en réalité, il y a eu un débat très sérieux dont vous avez parlé hier, et il y a eu des oppositions, clairement des oppositions. Il y avait des historiens qui ne voulaient absolument pas publier ce volume. Plusieurs lettres se croisent au mois de septembre 1955. Tenenti sollicite vainement le consensus de l'éditeur pour son chapitre iconographique et le 8 septembre 1955 constate amèrement et ironiquement, ce sera souvent le style subtil de cette correspondance, je vois bien que, aussi bien Einaudi que moi-même, nous avons d'autres affaires dont nous occuper, d'autres affaires que mon livre, c'est-à-dire, dit, bon, si cela ne vous intéresse pas, eh ben, moi aussi j'ai d'autres choses à faire. Finalement, le 4 octobre 1955, donc une année après la première pièce de cette correspondance, Einaudi envoie ce contrat à Tenenti où l'article 1 précise le titre. Et c'est le titre que j'ai donné à mon exposé. Le titre est précisément « Il senso della morte nei secoli XV e XVI ». Il n'y a aucunement « et l'amore della vita ». Le contrat est précis. Ce titre ne changera pas pendant un an dans la correspondance Tenenti et Einaudi, mais il y aura un événement dont je vais vous parler qui le modifiera définitivement. Pour l'instant, avec le scrupule qui lui était propre, Tenenti précise à Bollati dans sa lettre du 19 octobre 1955, nous avons eu déjà hier un échantillon de cette attention que Tenenti réservait à son statut de boursier. Alors, je le cite, « Mon travail a été mené à bien grâce à une bourse du Centre national de la recherche scientifique. Quand je suis revenu en Italie, j'ai mentionné à M. Brodel le fait que, pour des raisons pratiques de recherche, je jugeais opportun de faire paraître ce livre d'abord en italien. Brodel a accepté. Mais il est évident que je suis engagé, sans me poser des limites de temps, à prévoir une version française de mon travail. Le volume français ne sera prêt que dans quelques années et il aura le caractère d'une refonte bien plus que d'une traduction. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas concéder pour la France des droits que j'estime ne pas m'appartenir. » Il se voyait vraiment dans l'institution et la longue lettre précise encore que le choix de l'éditeur français, en somme, devra être fait par le CNRS et pas par l'éditeur Einaudi. Vous voyez donc avec quelle précision il pense à cette double appartenance à son statut de recherche et aux conditions du contrat. Enfin, le 25 octobre, le contrat définitif accepte cette condition posée par l'auteur et le titre est confirmé. Il senso della morte nei secoli XV e XVI. Encore, des longues précisions concernent les citations et la mise en page qui occupent la correspondance de Tenenti avec Ponchiroli au mois de novembre à janvier 1956. Enfin, le 26 janvier 1956, Tenenti écrit à Ponchiroli en lui annonçant l'envoi imminent de sa premessa et il ajoute. Alors ça, c'est un élément très important pour reprendre certains éléments des influences éventuelles sur Tenenti. Là, nous avons un document très clair.
Bollati avait aussi évoqué l'hypothèse d'une préface et nous avions pensé les deux à Garin et Cantimori. Mais avant que Cantimori touche un mot à Garin, ou qu'il se dispose à rédiger lui-même cette préface, il faudrait être au clair sur ce point précis, à savoir si cette préface s'adapte ou non à la formule de ce livre. Je veux dire la formule éditoriale, bien évidemment. Vous voyez la finesse de cette prise de position qui semble dire oui, mais il dit surtout mais. D'autres mois passent et enfin, le 2 mars 1956, le texte de Tenenti est envoyé au typographe. Vous voyez, ça fait déjà plus qu'une année de tractation. Mais dès le 8 mars, Tenenti, donc une semaine après, présente des objections radicales quant à la prosaicizzazione dei versi. C'est un petit détail, mais je veux le citer pour montrer la rigueur de l'homme et de l'humaniste. C'est la lettre d'un humaniste blessé et fier. Je traduis. Je suis sûr que, quant aux citations des vers dans le texte, vous ne le composerez pas en les aplatissant sur les lignes, c'est-à-dire à la suite comme ça. Ce serait scandaleux. Mais alors, pourquoi adopter ce critère dans les notes? Il est vrai que vous gagnez un peu d'espace, mais vous profanez des traditions culturelles que ta finesse littéraire et celle que je reconnais à Giulio Bollati ne devraient point admettre. O deve essere uno storico ex filosofo per nulla letterato a ricordarvelo? Et il ajoute à la conclusion de cette longue lettre, et Pétrarque et Villon alors, les vois-tu terrassées, écrasées en ligne horizontale? Eh bien, comme nous le voyons aujourd'hui encore dans notre volume, il gagnera sa bataille. C'est le seul cas dans toute l'histoire de l'éditeur Einaudi où les vers sont cités en notes dans leur ordre vertical sans les transformer en lignes de prose. J'ai vérifié partout, surtout dans les essais d'histoire, mais aussi dans les autres. Dans les notes, les vers sont cités d'une manière suivie. Et Tenenti a obtenu le volume à plus que 500 pages de les avoir en vertical comme il faut. Vous voyez la qualité de l'homme, la finesse aussi de l'homme de lettres. Gagner une bataille, une autre se présente. Une nouvelle déception attend Tenenti. Par une lettre du 23 mars 1956, Ponchiroli annonce à l'auteur que la préparation composizione du volume est interrompue puisqu'il faut, je cite, donner la priorité à un livre de Lukács qui arrivera en Italie dans peu de jours et de Nehru dont le livre doit paraître urgemment, autrement nous perdons les droits de la Première mondiale. Et il s'agira en effet de Breve storia della letteratura tedesca del 712, brève histoire de la littérature allemande du XVIIIe siècle, aujourd'hui de Georgi Lukács, paru à la fin de 1956, et encore de Tibor Mende, Conversazioni con Nehru, paru dans les essais Einaudi, toujours à l'automne 1956. Donc il s'agit de textes auxquels l'éditeur donne la précédence en interrompant pendant 6 mois la composition du texte. Bataille perdue, mais guerre gagnée. Le 24 mai 1956, Ponchiroli a écrit à Tenenti. Reprenons toujours le thème de la préface qui était resté sous-jacent dans leurs négociations. Ponchiroli. Quant à la préface, nous aussi, nous sommes d'accord à renoncer au grand introducteur. Je vous le dis en italien, per l'introduzione siamo anche noi, ça signifie qu'il y avait quelqu'un avant qui l'avait dit, l'auteur même, siamo anche noi d'accordo nel rinunciare al grande introduttore, c'est-à-dire Garin ou Cantimori. Introduttore qui du reste ne s'adapterait pas au caractère de cette collection. Ta présentation me paraît excellente, mesurée, définitive. Mais un élément survient qui change la vie et en même temps
la vision et le titre du livre. Tenenti écrit à Ponchilori le 9 juillet 1956 en lui annonçant la disparition brutale et inattendue de son père à Viareggio à cause d'une hémorragie cérébrale. Je le cite, « Je me suis précipité ici, mais je n'ai pu que l'accompagner pour la dernière fois. » La disparition du père remonte à fin juin 1956. Et c'est à ce moment-là, par la lettre suivante, juste la lettre suivante, du 8 septembre 1956, envoyée de Brescia, que Tenenti annonce la proposition d'un nouveau titre. Je te soumets l'un de mes titres que peut-être j'avais évoqué, Il sentimento della morte e l'amore della vita nei secoli XV et XVI, Francia et Italia. Et puis il continue, il y a aussi le titre suggéré par Cantimori et un autre encore qui m'appartient, mais qu'il ne faudra peut-être pas considérer. Viaggio attraverso i miti della sopravvivenza nei secoli. Voyage à travers les mythes de la survivance pendant les siècles. Le titre est transparent. Si nous n'avions pas la donnée biographique de la disparition récente du père d'Alberto Tenenti, ce dernier titre, ne s'expliquerait pas, mais en même temps, nous comprenons mieux l'amore della vita qui s'ajoute impérieusement à Il senso della morte. Encore une fois, le volume subit des ralentissements, et là, je dois vous lire en italien la lettre qu'Alberto Tenenti adresse à Ponchilori le 23 novembre 1956. Non seulement le volume avait été interrompu, mais les épreuves n'arrivaient jamais. C'est, je dirais, une pièce maîtresse de finesse de style, d'ironie, de finesse, de polémique. Dal tono della tua lettera, pervenuta a Parigi, e dal non aver trovato nulla al mio ritorno a Brescia, mi sembra di capire che la Maison è entrata in uno dei suoi innumerevoli periodi di alienazione editoriale, che si chiamino a volta Lukács o Neru, vacanze tipografiche o strenne natalizie. Io penso con apprensione ai vostri dipendenti, inginocchiati intorno ai torchi da cui usciranno i volumi natalizi, ai quadri direttivi che si apprestano a indossare i paramenti per la celebrazione editoriale della Santa Ricorrenza, c'est-à-dire les volumes étrennes qui doivent paraître, bien évidemment, avant les essais. All'anima che tu cerchi di salvare, anche se è tutta avvolta di carne mangiata il venerdì. Et à ton âme que tu imagines de sauver, même si enveloppée par la viande que tu manges le vendredi, hein, quand il faudrait faire une abstinence. C'est l'une des lettres les plus subtiles et les plus élégantes et dures de cette correspondance. Il rappelle enfin que bientôt il y aura le concours de Libera Docenza et il serait bien évidemment content de pouvoir présenter ce volume. Che il senso del tempo e della durata, guarda il capitolo secondo, vi afferri improvvisamente quando vi sembra che vi torni a vantaggio e che invece vi abbandoni in una placida e quasi insouciance in qualsiasi altra evenienza, è del tutto évidente. Puis il y a toute une longue discussion sur le titre et je reviens à la formulation définitive du titre, qui est en partie de Tenenti et en partie de Giulio Einaudi. Le 15 janvier 1957, presque à la veille de l'impression, le livre a comme
finito di stampare comme explicite de publication fin mars 57, donc nous sommes vraiment à la veille. Encore un coup de théâtre, toujours une lettre de Ponchiroli. Cher Tenenti, Einaudi propose une légère variation au titre de ton livre, à savoir Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento, et pas au XVe et XVIe siècle. Si tu as d'accord, envoie-nous vite une lettre espresso. Tenenti accepte le même jour, nel Rinascimento, mais il ajoute, à condition que l'on n'oublie pas le reste, à savoir, entre parenthèses, Francia et Italia. Alors après, il y aura, comme vous le voyez, un compromis. Le titre de la couverture est le titre Einaudi, mais à l'intérieur, dans le frontispice, il y a le titre proposé par Tenenti, c'est-à-dire il ajoute entre parenthèses Francia et Italia. Et enfin, le 22 janvier 1957, encore un changement à sa préface, qu'il a retravaillé, comme on l'évoquait hier, Giorgio Tenenti, jusqu'à la dernière ligne, à la dernière minute, où Tenenti suggère d'ajouter ce passage que je suis obligé de vous lire en italien. C'est un passage important qu'il ajoute à la dernière minute et qui concerne le changement de sensibilité entre XVe e XVI siècle. Tali sintomi restano delle rare o sommesse anticipazioni delle manifestazioni assai esili o claustrali. È fuori di dubbio che l'ascetismo monastico dei secoli X-XIII costituisca un capitolo importante del senso della morte nel Medioevo, e però un capitolo che si deve inserire in una fase anteriore a quella che si inizia intorno al 1348. C'est-à-dire, ce n'est pas l'arrivée de la peste qui suggère ce sentiment de la mort. Et puis voilà, une phrase qui ne sera plus dans la préface définitive. C'est-à-dire, Tenenti ajoute cette phrase, il reçoit les épreuves et il gomme la frase suivante. D'altra parte, il mutamento della sensibilità, il quale, per esempio, corrisponde nella pittura al passaggio dallo stile bizantino a un'arte più umana e terrena, non va disgiunto dal profondo dislocarsi delle strutture sociali nei 2 secoli precedenti. Ce passage n'existera plus dans notre livre. Et ça montre bien une déclaration de fond de laquelle Tenenti se retire, mais le livre récent de Gilbert d'Agron, De l'icône au portrait, le montre bien. C'est-à-dire qu'il avait tout de suite remarqué ce passage dans la peinture, le passage d'un style byzantin à un art plus humain et terrestre, qui ne doit pas être séparé de la dislocation profonde des structures sociales dans les 2 siècles qui précèdent. Donc il fait un parallélisme magnifique du changement des structures sociales, exactement comme dans la peinture byzantine de l'éternel de l'icône à l'humain du portrait. Après, il n'y a pas de document pour lui à l'appui où il pense faire une formulation historique trop exposée. Il efface ce passage. Nous avons dû attendre 2 décennies, 4 décennies pour avoir le livre de Gilbert d'Agron qui nous montre exactement cela. Je suis obligé, parce que le temps passe, à vous... hélas, à me vous priver de certains passages magnifiques de cette lettre, je viens à la conclusion. Je ne peux pas, pour ce peu de temps qui nous reste, vous témoigner de la correspondance qui suit la parution du volume et aussi les démissions, la lettre par laquelle il annonce à l'éditeur ses démissions de l'administration des archives d'État. Mais la clause finale è tout à fait importante. A onore della casa Einaudi e di riflesso anche mio, a quanto finora so, credo di poter dire che l'essere stampato da voi
ha costituito un motivo determinante per l'ostilità ministériale. Là, Tenenti, c'est, je crois, la seule fois où il dit quelque chose de si personnel à l'éditeur en disant « Je suis fier d'avoir été obligé de démissionner du fait que j'ai publié chez un éditeur qui était considéré communiste au 100% et dont le ministère n'a pas donné un congé qui était tout à fait naturel de donner. » Mais pour conclure, je voudrais simplement arriver à un autre moment très personnel, c'est-à-dire la lettre que Giulio Einaudi écrit. Giulio Einaudi n'intervient pas dans la correspondance, c'est cette seule lettre du 16 mars 1964, à la suite des résultats du concours que nous avons évoqué hier, concours dans lequel Tenenti non seulement ne réussit pas, mais il est précédé par des gens qui avaient bien moins de titres, pas l'un de ceux qui ont gagné, mais d'autres. Hein. Et la réponse inoubliable que Tenenti adresse quelques mois plus tard à Einaudi. Je vous lis le texte superbe de la lettre de Giulio Einaudi. Caro Tenenti, ho avuto notizia dell'esito così poco edificante del recente concorso di storia moderna. In particolare sono molto addolorato per il mancato riconoscimento dei suoi meriti ampiamente dimostrati fino ad oggi con un lavoro assiduo e di altissimo livello. Non soltanto per amicizia, quindi, avrei voluto vedere soddisfatti i suoi giusti desideri. La lettre est certainement de Giulio Einaudi à cause du paragraphe qui suit. Come sa, qui a Torino non amiamo introdurci nelle questioni della burocrazia universitaria. Comme vous le savez bien, ici à Turin, c'est-à-dire chez nous, chez Einaudi, nous n'aimons pas nous introduire dans la bureaucratie universitaire. E anzi, estranei a ogni manovra accademica, ci piace costituire quasi una cittadella in cui si difendono esclusivamente i valori della cultura. Se dunque lei si proponesse di rientrare in Italia e desiderasse svolgere un'attività fra noi, saremmo naturalmente lietissimi di averla nostro collaboratore. Spero voglia riflettere su questa proposta e nell'esternarla accolga i sentimenti di viva solidarietà. Eh bien, quelques mois plus tard, le mois de juin, 16 juin 1964, Tenenti répond à Einaudi, 2 mois après, avec une lettre sobre qui se conclut de la manière suivante. La sua offerta rimarrà per me il gesto più umano e comprensivo che mi sia mai venuto dall'Italia. Vous voyez bien qu'il ajoute aussi qu'il n'est pas sûr que les raisons pour lesquelles il renonce soient raisonnables et il prie de l'excuser si cette décision n'est pas opportune. Mais avec une extrême finesse, il met dans cette lettre le carton d'annonce du mariage avec Madame qui eut lieu le 7 novembre 1963, tout simplement pour témoigner à Einaudi que d'autres raisons personnelles lui empêchaient désormais de penser à l'Italie. Je voudrais, pour conclure, vraiment, revenir au volume. Si nous lisons maintenant ce volume magnifique, hein, à partir de cet arrière-plan, je dirais que nous pouvons comprendre mieux ce fond d'un pessimisme stoïcien, lucide, ironique et en même temps ferme, qui naît, dernière citation du volume et de mon exposé, de la vérité de l'histoire, mais une vérité qui n'est pas de ce jour. La dernière citation du volume, dans la dernière note du volume, est la suivante, se référant
au frontispice de l'édition de plusieurs sermons, Genève 1558, de la allégorie classique Veritas Filia Temporis. Des creux manoirs et plein d'obscurité, Dieu par le temps retire vérité. C'est presque Baudelaire. De creux manoirs et plein d'obscurité, Dieu par le temps retire vérité. Je crois que là, nous avons la conclusion la plus digne de ce magnifique texte et aussi d'une aventure intellectuelle d'un jeune de 30 à 32 ans qui a su, je dirais, converser au plus haut degré avec des monstres sacrés comme le groupe Einaudi. Il y a aussi de très belles lettres de Italo Calvino, renoncer à des préfaces qu'il aurait autorisées, comme celle de Cantimori ou Garin, tenir simplement, je dirais, la cohérence parfaite de son style, de sa vie, de sa retraite intellectuelle, de son humanisme. Je vous remercie.